Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous parlons voyage un peu partout dans le monde avec Anaïg Louboutin, artiste, exploratrice, accompagnante. Anaïg est partie pour la première fois à 19 ans en Haïti. Depuis, elle n'a cessé d'explorer le monde à sa manière en suivant l'appel de l'altérité, de la rencontre, de la découverte, l'appel de la différence et de la transmission d'humain à humain. Un témoignage précieux pour approfondir ou découvrir une manière de voyager, seul ou à plusieurs, avec intensité, conscience, confiance, hors des sentiers battus. Je suis Emeline Génaud, créative chamane, exploratrice du vivant, coach certifiée, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anaïg, bienvenue. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Eh bien, donc moi, je m'appelle Anaïg, je vis actuellement dans le Finistère. Ça a toujours été une partie de mon ancrage. Et donc, j'ai effectué différents métiers. Dans un premier temps, éducatrice, donc l'aide aux autres, le social. Ça a beaucoup contribué à mon parcours. Puis, et plus récemment, j'ai aussi décidé d'explorer la création artistique qui est aussi présente dans ma vie depuis longtemps. Et l'accompagnement, c'était à travers l'art-thérapie, c'était aussi une manière de continuer à accompagner les gens, mais avec le support de la création artistique. Et puis là, aujourd'hui, je vais vous parler avec un peu plus une casquette d'exploratrice, parce que si un mot pouvait me résumer, en fait, ce serait exploratrice. En fait, je me sens depuis toujours exploratrice, et donc, quel que soit le support et quel que soit le moyen, en fait, le média, il s'agit toujours d'explorer à la fois l'ailleurs, mais aussi à travers l'ailleurs, surtout soi-même. Donc voilà, pour moi, en fait, c'est vraiment un fil qui finalement me suit depuis toujours et qui regroupe un peu toutes mes expériences aussi et qui continue de m'animer effectivement avec les voyages depuis presque 30 ans maintenant, régulièrement. Voilà. Ah bah super. Bah, là-dessus, on se rejoint sur effectivement cette curiosité, cette envie d'explorer le monde, d'explorer ce que c'est être humain et du coup, bah, s'explorer soi à travers le voyage et inversement. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler du premier voyage qui a vraiment été quelque chose de transformateur pour toi, du premier voyage qui t'a bouleversé? Alors le premier voyage, il remonte à donc presque 30 ans, c'était en Haïti et j'avais 19 ans. Et c'était un voyage en fait que j'ai effectué avec plusieurs amis du même âge. On était déjà très intéressés par l'aide aux autres, par avoir envie de créer une association humanitaire de solidarité. Et en fait, on s'est dit, bah oui, mais pour comprendre le besoin des personnes à l'étranger, c'est peut-être bien quand même d'aller voir comment ils vivent. D'abord, en fait. Voilà, plutôt que de partir de notre regard un peu lointain, en fait. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire, en fait, de se rendre en Haïti. Et ça faisait suite, en fait, à la venue d'Haïtiens dans le Finistère, dans un cadre un peu religieux, dans le sens où j'ai longtemps fait partie de groupes catholiques, en fait, à travers le catéchisme, quand j'étais plus jeune. Donc voilà, il y avait vraiment cette ouverture à vivre des choses un petit peu différentes. Et puis en 98, donc il y a eu un grand rassemblement en France, à Paris, et à cette occasion, beaucoup de jeunes de différents pays sont venus en France. Et nous, dans le Finistère, on a accueilli des Haïtiens. Donc en fait, c'est parti de cette rencontre-là, voilà, d'avoir vraiment connecté avec des jeunes de là-bas, et puis ensuite de l'envie d'aller les rencontrer aussi chez eux, quoi. Donc voilà. Et puis Haïti, c'était du coup la première fois que je quittais la France et l'Europe. Voilà donc ça a été vraiment un voyage initiatique parce que voilà, cette confrontation, déjà le fait d'être blanche en fait dans un pays où on est majoritairement entouré de personnes à la peau noire, en fait ça change déjà pas mal de choses. On se rend vraiment compte de ce que ça veut dire d'être étranger, de ce que peuvent vivre justement les étrangers en France. Et puis on prend aussi conscience du coup de d'où on vient en fait. Qu'est-ce que c'est être blanche, mais aussi française, bretonne, venant d'une famille relativement aisée. Enfin, il y a tout ça en fait comme notre identité qui nous revient en fait. Et surtout aussi, j'ai vraiment pris conscience que en fait tout ce qu'on m'avait transmis depuis l'enfance, finalement, c'était pas la vérité en fait. C'était juste une vision de la vie.
Et moi, je sais que cette expérience a été vraiment marquante dans le sens où ça m'a fait me dire, ben, en fait, il y a d'autres possibles. Voilà, on essaye, c'est vrai, à travers les études, voilà, de nous faire prendre une voie ou de choisir un métier. Mais en fait, non, il y a vraiment d'autres possibilités. Et je pense que depuis, ça guide aussi ma façon d'être, de finalement vivre une vie qui me ressemble en suivant mes élans. Donc voilà, après Haïti, ça a été aussi bah, la rencontre, entre guillemets, de la misère à grande échelle, mais aussi de la grande richesse, par contraste. Et aussi une autre rencontre marquante, ça a été pour moi le vaudou, puisque à cette occasion, on est resté donc un mois là-bas et on a eu l'occasion de participer à des cérémonies vaudou. Donc ça a été vraiment bah, la rencontre de la transe en fait. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu avant. Donc forcément tout ça, bah, ça a conditionné des choses pour après quoi. Oui, surtout à 19 ans, c'est-à-dire bah, toute jeune finalement, et comme tu disais, bah, en ayant vécu en France jusqu'alors, etc. Oui, ça devait être vraiment transformateur. Et avec tes amis, vous êtes parti seul en fait, vous n'aviez pas un organisme qui vous encadrait. Alors, on est parti, on s'est adressé parce qu'en fait, juste à côté de chez nous, il y a un centre justement missionnaire qui envoie depuis très longtemps des prêtres en fait là-bas. Et en fait, pour préparer notre voyage, on s'est adressé à eux parce que effectivement, ça nous semblait quand même un peu une montagne, voilà, entre tout ce qui est administratif et surtout la différence culturelle. Donc en fait, pour nous, ça a été vraiment aidant de nous rapprocher de ce centre pour préparer ce voyage. Et en fait, finalement, il y a deux jeunes professeurs qui sont partis avec nous et deux prêtres aussi, un jeune et un plus âgé. Donc en fait, on était 8 en tout. Voilà, donc ça c'était et on a été atterri là, on a été accueillis là-bas dans des familles. Donc c'était quand même oui un petit peu encadré quelque part. On n'est pas parti comme ça toute seule avec notre sac à dos. Voilà, pour cette première expérience c'était vraiment idéal. Et est-ce que tu penses, tu parlais voilà, comment ça peut faire bouger notre identité ou nous faire finalement miroir de notre propre identité? Est-ce que tu penses que ce premier voyage a quelque part été un déclencheur de ta première phase de professionnelle dans le social, justement au service des autres? Oui, tout à fait. En fait, c'est pendant une rencontre justement des Journées mondiales de la jeunesse que j'ai un peu comme reçu un message bah, tu aideras les autres. Il y avait quelque chose comme ça en résumé. Donc, en fait, j'ai toujours cherché un moyen. L'humanitaire, voilà, j'avais cette envie-là très tôt. Donc, fallait en fait que je trouve quelque part un métier qui me permette de pouvoir aider les autres tout en voilà gagnant ma vie entre guillemets. Donc, il y avait quand même cette idée très 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 jeune. Ouais, j'aimais beaucoup à l'école la géographie, l'histoire, et j'ai toujours été un peu attirée par les civilisations grecques, égyptiennes, Mm. et aussi les peuples ancestraux, et l'histoire qu'on nous raconte à l'école de la colonisation notamment m'a toujours beaucoup interpellée. Je trouvais ça vraiment injuste et inconsciente en fait de trouver le moyen de rentrer en contact avec les autres, mais qui soit pas dans un lien de domination ou de supériorité. Et je pense que vraiment, ben voilà, des expériences qui se sont déroulées après, comme le choix de partir en volontariat de solidarité internationale au Congo, il y avait quand même quelque ça en filigrane derrière. En fait. Cette envie-là de vraiment, oui, interagir avec l'autre d'une autre façon. Voilà. Et parce que l'aide, ça peut être aussi toujours pareil, le blanc qui sait mieux que les autres. Et justement, le volontariat de solidarité internationale m'a permis justement de mettre mes compétences au service d'un projet local, de travailler avec des locaux. Ça, c'était pour moi vraiment important. Donc effectivement, oui, oui, ce premier voyage a été vraiment déclencheur de plein de points de vue nouveaux, en fait, et de plein Mm. de façons de voir la vie. Mm. Et du coup, cette expérience de volontariat de solidarité internationale, tu l'as faite au Congo, tu es resté 1 an, si je me souviens bien. Oui, c'était prévu 2 ans, mais je suis restée un an parce que ben, quand on va dans des pays comme ça très différents, ben, il y a tout qui change, il y a le climat, il y a la nourriture, il y a le rythme. Et en fait, ben, avant de le vivre, on ne sait pas vraiment comment notre corps il va réagir. Donc Mm. en fait, ben voilà, moi j'ai eu des malaises là-bas et donc je suis rentrée en France pour me soigner. Je suis repartie parce que j'étais vraiment très motivée par ma mission. Donc je devais rester 2 ans et puis finalement au bout d'un an, j'ai pris la décision de revenir en France. Ça m'a pas empêché de repartir ailleurs Oui. dans un autre cadre.
Mais en tout cas, voilà, pour le Congo, oui, le climat me convenait pas si bien que ça, même si à un autre niveau, dès que j'ai mis les pieds sur cette terre, je me suis sentie chez moi. Donc il y a comme ça des expériences très fortes qu'on ne peut pas trop imaginer sans les vivre. Et donc voilà, j'ai toujours été attirée par l'Afrique, mais vraiment cette impression d'être chez moi, c'était vraiment assez étonnant, quoi. Voilà, et puis ils m'appelaient tous Mama là-bas, j'étais très intégrée, enfin voilà, j'étais invitée dans les familles. Donc ça a été vraiment une très très belle surprise aussi d'être voilà, le vécu intérieur là et puis qui s'est aussi manifesté à l'extérieur par des belles relations. Ouais. Mm. Bah, on va reparler après de tes autres voyages, mais j'aime beaucoup ce que tu dis de cette impression de se sentir chez soi quand on arrive quelque part et ce lien à certains lieux qu'on peut avoir qui sont très forts. Enfin, moi, ça m'est arrivé aussi sur certaines terres de me dire, mais en fait, je me sens liée à cette terre en particulier, ce qui peut sembler étrange quand on voyage beaucoup et qu'on se dit, bon, voilà, les citoyens du monde, tatati, mais en fait, on a vraiment, bien sûr, partout la même planète, hein, et on est partout humain. Mais il y a cet attachement, enfin ce lien à certains endroits plus qu'à d'autres qui est très fort et que certains ont dû ressentir parmi nos auditeurs, même en France. À certains endroits précis, en fait, on peut se sentir vraiment chez soi, à sa place, avec cette notion dont on avait parlé aussi, comment se sentir à sa place quelque part. Est-ce que c'est notre corps, notre terre, et ensuite, peu importe où on est, on peut se sentir à sa place. Hein, tout ça, c'est des vraies questions, quoi que tu as pu peut-être Oui, explorer dans tes voyages. bah, effectivement, moi, c'est comme toi, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Et finalement, bah, avec le recul, les années, les expériences qui s'accumulent, eh bien, c'est vraiment cette prise de conscience là que, effectivement, j'ai retrouvé d'ailleurs un écrit que j'avais écrit au Québec en 2024 et où je disais que justement, pour moi, être chez soi, en fait, ce n'est pas un lieu physique, un lieu fixe, c'est plutôt un état d'être, en fait. C'est vraiment un état je dirais, d'adéquation en fait entre un moment, un lieu où on se trouve, mais pour moi c'est plutôt un ancrage dans l'être en fait, dans qui on est. Et effectivement, je me suis rendu compte que beaucoup d'appels en fait pour des terres ou des décisions de voyage en fait se sont d'abord faites dans des ressentis corporels très forts. Alors des ressentis physiques finalement. Euh, le voyage en Afrique, j'ai mis après l'appel que j'ai ressenti en Haïti, en fait, lors justement de la cérémonie vaudou, j'étais immergée dans un temps avec des tambours et j'ai vraiment ressenti dans mes tripes, il y a un petit peu comme une petite voix qui m'a dit, bah, t'iras en Afrique. Et ça a mis 10 ans à se réaliser, mais finalement, dans le corps, c'était déjà présent, en fait. Et donc, voilà, il y a plusieurs voyages comme ça qui se sont manifestés bah, par des ressentis d'abord très corporels qui correspondent pour moi aussi à un appel de l'âme, hein, quelque part. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux toujours qui s'interpénètrent. Et le voyage au Népal, d'ailleurs, dont tu as Mhm. été l'initiatrice, c'était un mélange comme ça. Enfin, vraiment la première vibration, c'était pas vraiment prévu dans mon programme de vie à ce moment-là, mais quand voilà, j'ai assisté à ce Zoom enfin voilà, où tu proposais cette expérience, ben, en fait, ça a été des vibrations très fortes dans mon corps. Et en fait, du coup, c'est ça que j'ai écouté d'abord. En fait, je me suis dit, bon, alors là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui appelle. Alors, c'est 3 mois, donc ça s'organise quand même dans une vie et tout ça. Mais donc, il y a une décision vraiment très consciente après. Mais en fait, j'ai vraiment écouté, enfin, j'ai su tout de suite que c'était un appel de mon âme. Et moi qui suis Mhm. intéressée par l'Asie depuis très longtemps, j'ai commencé à apprendre le japonais, j'avais 17 ans. Ben voilà, je me suis pas. Voilà, après, bah, effectivement, on comprend à travers le processus de décision, de préparation, pourquoi on est appelé là-bas finalement et quand on vit l'expérience. Mais vraiment, pour moi, en fait, le corps, c'est vraiment pour moi, c'est une boussole. Et c'est vraiment Mhm. quelque chose aussi que je trouve important aujourd'hui. Et c'est un de mes credos un petit peu, c'est de proposer des expériences sensorielles pour vraiment inviter les gens aussi bien au niveau de la création que des transmissions, de revenir dans le corps parce que, bah, en fait, on entend un peu tout et son contraire
le fait d'être confronté à des cultures différentes, et ben en fait on n'a pas nos repères habituels. Donc en fait comment on s'y prend pour interagir avec l'autre qui a d'autres codes, qui a d'autres façons de vivre, qui a même une langue différente de la nôtre. Ben en fait on observe, on écoute, on se relie à nos sensations. Et finalement j'ai pu faire comme ça des rencontres très très belles et très profondes sans échanger un mot en fait Mhm. avec certaines personnes dans certains pays, mais juste dans l'être en fait, en étant dans un état d'être, le cœur ouvert et juste en présence en fait. Et ça c'est très très beau. Et pour moi l'altérité ça nous confronte justement, enfin ça pose la question qu'est-ce qui nous rassemble en fait au-delà de nos différences. Et ça ça finalement ça peut être très simple en fait. C'est juste être là au moment voilà, être pleinement présent ici et maintenant. Oui, oui, c'est très riche tout ce que tu dis, ouais. Le fait de sentir l'appel et ensuite d'être confiant sur comment ça va se passer concrètement, ça, je l'ai vécu plusieurs fois et c'est quelque chose parce que les voyages, bah oui, ça coûte cher, enfin, ça demande du temps, ça demande plein de choses. C'est vrai que quand on sent l'appel, on peut juste poser l'intention d'aller quelque part et les solutions finissent par se présenter. Enfin, évidemment, on y met du nôtre, hein, on y passe du temps, voilà, on gère la logistique, ça c'est sûr. Et moi aussi, je l'ai vécu, ouais, ces rencontres sans aucun mot, quand on n'a aucune langue en commun. Ben, c'est vrai que c'est exactement ça, c'est de sentir le cœur ouvert dans l'envie de rencontrer l'autre. Et c'est même les plus belles rencontres, je trouve, justement, quand il n'y a pas les mots. C'est incroyable parce que justement, on se dit, ben, juste parce qu'on a notre humanité en commun, notre cœur C'est ça. ouvert en commun et cette bonne volonté de se rencontrer. Et en fait, c'est des moments d'une joie totale parce qu'en fait, il n'y a justement pas ces mots, pas d'enjeu, il y a juste la joie de se dire, oh, un autre humain, mais c'est incroyable. On s'est rencontrés là. Enfin, moi aussi, c'est des souvenirs incroyables. Et du coup, alors, tu as voyagé. Donc, tu nous as parlé pour le moment du Congo, d'Haïti, du Népal. Mais c'est pas tout. Ah, tu nous as parlé du Québec. Oui, et ben finalement, en fait, après ce premier voyage en Haïti, j'ai alterné les déplacements en Europe. Donc, c'était plutôt en Europe du Sud, plusieurs fois en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suisse. Et puis des voyages plus lointains. Donc, effectivement, il y a eu le Maroc aussi plusieurs fois, l'Équateur, le Pérou, voilà, l'Inde aussi plusieurs fois. Donc, oui, l'Afrique et le Népal. Donc, un petit peu tous les continents finalement. Mais à chaque fois, en fait, chaque voyage avait des motivations différentes. Et moi, j'aime bien varier les expériences. Mais souvent, je classe quand même les voyages enfin, pour moi, en tout cas, ce que j'ai identifié en un peu deux catégories. Il y a vraiment les appels de longue date, un peu les rêves qu'on a envie de réaliser. Voilà ouais, comme par exemple le Québec, enfin voilà moi ça date de mes 12 ans en fait où j'ai découvert justement voilà les Amérindiens à travers même des films de western et tout ça. Moi j'avais un peu ça à la maison donc c'est marrant mais il y a plein de choses qui conditionnent en fait. Mais donc voilà, donc j'ai mis longtemps avant d'aller vraiment sur cette terre. Et puis, il y a les voyages qui sont un petit peu, c'est les cadeaux de la vie, les surprises en fait. Donc, comme le voyage au Népal, qui n'était pas vraiment prévu. En Équateur, c'était pour me rendre au mariage d'une amie une amie française qui se mariait avec un Équatorien. Et donc voilà, on n'était pas nombreux à se rendre là-bas, mais pour moi, c'était une évidence. Et le Pérou, c'était pareil, c'était une proposition une amie éducatrice qui venait de passer 6 mois là-bas, qui voulait créer une association humanitaire. Et bah, du coup, c'était l'occasion d'aller par là-bas. Et j'avais pas vraiment cette attirance au départ pour l'Amérique du Sud. Et puis finalement, c'était une très, très belle rencontre. Donc voilà, c'est pas toujours les mêmes modalités, on va dire. Et puis moi, j'aime bien aussi soit partir seule, un petit peu là, c'est vraiment en Andalousie notamment. Ça avait été un grand voyage initiatique aussi. J'avais vraiment tenu à partir toute seule avec mon sac à dos. Alors, c'était juste 3 semaines, hein, mais c'était vraiment là l'expérimentation de la totale liberté, d'aller à la rencontre des autres, voilà, de pas forcément donner de nouvelles ou que quand j'avais envie. Donc, pour les proches, c'était pas évident. Mais pour moi, ça a été aussi une très, très forte expérience où vraiment, bah, voilà, on prend confiance en soi, on prend de l'assurance, on apprend à écouter ses intuitions, ses élans, à sentir, tiens, pourquoi dans cet endroit-là, je me sens pas bien. Enfin, voilà, il y a vraiment plein, plein de choses qui se développent, des ressources vraiment à soupçonner.
Et puis, bah, parfois, j'aime bien aussi tout simplement partir avec une amie ou mon amoureux. Et puis, en tribu un peu plus large aussi, parce que je trouve que voilà, le groupe, en fait, atténue le décalage ou voire le choc culturel parfois. Et puis, ça permet vraiment aussi de mutualiser nos ressources et nos compétences. Au Népal, par exemple, où c'était un départ pour 3 mois, enfin voilà, le but là, c'était de le vivre en tribu, justement, en groupe. Mais c'était vraiment très très chouette comme ça de pouvoir un peu comme le vivre en famille en fait. Ça apporte vraiment ouais d'autres choses. Du coup, on fait aussi des belles rencontres comme ça ça devient des amitiés après avec ce vécu commun. Donc donc voilà, ouais, varier les expériences et les modalités. Mm. Ok. Et là, tu parlais du coup de soit partir seul, soit partir en groupe. Du coup, ça crée pas les mêmes rencontres. Mm. Qu'est-ce que ce serait pour toi finalement le bon positionnement, la bonne recette, si on peut dire, pour justement rencontrer les personnes depuis notre humanité, où qu'on soit. Et justement, toi qui as vécu cette expérience de volontariat de solidarité internationale, où on peut se dire, bah, il y a les écueils de l'humanitaire, de, voilà, comme tu disais, bah, le blanc qui arrive en sachant mieux que la population locale, etc. Tu as vécu des expériences qui t'ont permis de peut-être d'affiner ça, en fait, la posture juste pour des rencontres de cœur à cœur, quoi. Alors oui, bah déjà dans le volontariat de solidarité internationale, effectivement là je partais complètement seule. En plus je partais dans un endroit vraiment plutôt en brousse où il n'y avait pas beaucoup de blancs qui vivaient par là-bas. Donc c'était vraiment une immersion totale. Et là, dans ce cadre-là, en tout cas, enfin, je sentais que j'avais besoin d'un cadre pour partir aussi longtemps. Et il y avait c'est un dispositif étatique en fait qui est reconnu en France. Donc il y a une préparation, il y a un suivi et il y a aussi même possibilité au retour de comment dire. Enfin, de valoriser cette expérience. Donc en fait, pour moi, quand même, toujours la préparation, elle est importante. Enfin, en tout cas, voilà, le cadre la préparation. Après, moi, je trouve que quand on est sur place, ben, quel que soit le pays, moi, je trouve toujours important de commencer à apprendre la langue locale. Enfin, en tout cas, pour moi, en Afrique, j'ai commencé à apprendre le Lingala et enfin voilà, c'est une langue que j'adore, que je reconnais encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment une démarche déjà aussi de faire un pas vers l'autre. Donc, même si c'est en Europe, hein, je me rappelle en Italie, pareil, je suis allée plusieurs fois en Italie du Sud et pareil, j'avais fait cet effort-là de baragouiner quelques mots en langue locale. Et ça fait vraiment la différence. Les gens, même si c'est imparfait, enfin, ça crée, il y a de l'humour, on se trompe, on rigole. Enfin, c'est vraiment une manière de rentrer en contact, en fait. Oui, la posture, elle vient de tout ça, de cette envie déjà avec quelle intention on part. Est-ce que c'est une intention qui est précise, comment est-ce qu'on se prépare, ne serait-ce qu'en songe. Enfin, tout ça, même si moi j'aime bien aussi y aller vraiment au feeling et pas tout booker d'avance. Et c'est pour ça que je trouve que la façon de voyager a beaucoup évolué en 20-30 ans. Et c'est vrai que moi qui avais quand même, j'aime bien en fait ce côté un peu sac à dos, de pas savoir où je vais dormir le soir. Donc en fait, partir un peu à l'aventure. Mais sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu différent quand tu débarques dans un pays et que enfin voilà, ne serait-ce que pour certains papiers, on te demande bah, chez qui tu vas atterrir en gros, et ça, bah, ça a vraiment modifié ma façon de voyager, de devoir réserver par exemple des hébergements en avance. Donc voilà, c'est faire avec ça maintenant aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, mon itinéraire, voilà, j'ai pas forcément envie de tout connaître à l'avance parce que bah, les rencontres justement, bah voilà, précisent aussi l'itinéraire. Donc la posture, pour moi, c'est surtout une posture de vraiment être présent dans le corps, être à l'écoute vraiment de ce que notre corps nous dit, de nos envies, et puis vraiment toujours bah, ce discernement. Pour moi, c'est vraiment super important en fait de prendre en compte ce qu'on sent du pays aussi. Enfin, là, je repense par exemple au Népal où en fait, bah, 2 jours avant le départ, en fait, eh ben, on a appris qu'il y avait des grosses émeutes dans le pays. Donc, en fait, c'était un peu l'affolement un peu partout. Les nouvelles étaient quand même, voilà, il y avait l'aéroport qui était fermé. On ne pouvait pas, selon certaines infos, atterrir à Katmandou. Donc, bah, effectivement, je me suis posé la question avant de partir, de mois à mois, à un moment donné. Bon, alors, je pars 3 mois là-bas, c'est quand même chaud. Est-ce que j'y vais vraiment, en fait?
Et à un moment donné, j'ai mis tout de côté, toutes les infos que je pouvais avoir, et je me suis vraiment pris un temps pour moi, de moi à moi, de me dire, OK, alors est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est sécurisant pour moi d'y aller? Et en fait, le message, c'était oui. Donc il y avait cette notion de prudence, mais j'ai vraiment été, voilà, c'était évident qu'il n'y avait pas de souci pour moi. Je me voyais là-bas. Donc en fait, j'ai suivi cette impression, cette intuition. Et j'ai pas du tout regretté en fait. Et finalement, la plupart des personnes ont décidé de faire ce voyage. Mais moi, j'avoue que voilà, j'ai pris ce temps de me connecter à moi. Donc, en tout cas, moi, ma posture, elle vient vraiment aussi oui, de mon corps, quoi, de qu'est-ce qui me dit mon corps. Et puis évidemment, en croisant des infos autres, voilà, Mm. plus intellectuelles, de aussi prendre Oui. évidemment des renseignements avec des gens qui sont déjà partis là-bas aussi. Ça, c'est important pour moi aussi, de pouvoir avoir aussi l'avis de personnes qui connaissent le pays, qui ont fait éventuellement cette expérience. Voilà, de croiser toutes ces infos-là. Mm. Oui, oui, puis comme tu dis, c'est important aussi, bah, toi en plus tu pars souvent comme femme seule, donc bah, voilà, c'est important de connaître les règles du pays, les règles de sécurité, etc. Enfin, je pense que toi qui écoutes beaucoup ton ressenti, ben voilà, tu pars aussi quand même en étant au fait de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, où est-ce que je peux être en danger. Enfin, c'est important d'avoir les deux. Et j'aime bien ce que tu disais ouais, sur on partait différemment. Il y a presque 20 ans, quand j'étais partie au Canada, ben, on n'avait pas tu vois, le smartphone avec le GPS et tout. Et c'est vrai que moi, je me souviens d'arriver dans des villes le soir où j'étais débarquée dans les stations de bus en sachant, en n'ayant rien, quoi, même pas de quoi appeler quelqu'un. Donc, à chercher le plan de la ville quelque part dans la station de bus, à essayer de trouver l'auberge de jeunesse. Et là, c'est génial parce que du coup, bah, les gens t'aident, tu demandes ton chemin, les gens te disent ah oui, ça doit être par là, tu cherches une rue qui n'existe pas, donc tu as quelqu'un d'autre qui te dit ah mais non, mais ça. Et c'est génial en fait, ça fait des aventures où parfois, bon, on est un peu fatigué, on se dit bah, je vais peut-être dormir dehors cette nuit, mais il y a de l'aventure, et c'est chouette, ça fait des super souvenirs. Même avec les GPS, dans certains pays, on se paume quand même, et même pire, parce que, notamment au Caire, il y a 5 rues qui s'appellent pareil, on n'arrive pas forcément où on pense arriver, mais... Ah ouais, ouais, ça donne lieu à des expériences vraiment extraordinaires. Moi, j'ai vraiment pris conscience de mon décalage, justement, où moi, j'utilise pas trop le GPS vraiment, mais en Équateur, ça m'est arrivé effectivement d'être débarquée sur l'autoroute et en fait, j'avais pas du tout réservé d'hébergement. C'était un dimanche. Et en fait, voilà, après, effectivement, il y a des aides qui se présentent sur le chemin, hein. Ça m'a permis finalement de vivre une aventure extraordinaire où j'étais dans un parc et j'étais quasiment la seule à marcher parce que tous les autres ils flippaient parce que soi-disant il y avait des animaux sauvages et donc ils faisaient le choix de prendre les pick-up tout bien organisés mais qui coûtaient je sais pas combien de dollars. Et moi c'est pareil, encore une fois j'ai décidé de marcher seule, toute seule, mais en fait c'était hallucinant quoi. J'ai- du coup c'était des super paysages. Moi j'en garde un souvenir mais hyper fort, mais pour en fait plein de gens, j'étais une vraie warrior, voire une folle en fait, parce que mais comment ça? Mais t'as pas entendu qu'il y avait un guépard qui avait attaqué une personne il y a une semaine? Ah bah non, j'avais pas cette info-là. Donc en fait, voilà, c'est aussi Ouais. voilà, quelque part, le fait d'être un peu aventurière, pas au courant, quelque part, ça nous protège aussi de d'avoir trop d'expériences négatives. Finalement, on s'autorise pas à vivre ce grain de folie. Et moi, j'avoue que quand même, plusieurs fois, j'ai suivi un peu voilà, mes élans, mais qui pour d'autres étaient un grain de folie. Et en fait, voilà, moi, ça me laisse des souvenirs complètement inoubliables, quoi. Ça, c'est sûr. Sortir des sentiers battus, en fait, c'est toujours un peu ça. Ouais. Mm. Ouais. Ça me rappelle l'histoire avec l'alligator là en Floride où on s'est approché vraiment tout près d'un alligator, un énorme alligator mâle. Et moi j'étais très tranquille avec, mais quand après j'en ai parlé à d'autres personnes, tout le monde m'a engueulé en disant mais c'est complètement inconscient. Je dis mais non, mais il faisait la sieste tranquillement. Moi j'avais pas du tout, mais j'étais totalement tranquille à côté de l'alligator, tu sais. Et ça nous amène un peu, enfin je sais que toi tu t'intéresses, et tu en as parlé tout à l'heure, aux sagesses ancestrales, et quelque part, bah, c'est en filigrane de tout ce que tu nous dis, d'écouter sa boussole intérieure, d'être connecté, etc. Donc, au cours de tes voyages, je pense que tu as pu cultiver, et tu as parlé aussi du vaudou d'ailleurs tout à l'heure, tu as pu cultiver comme ça des rencontres avec des sagesses premières, des sagesses anciennes, et du coup, en plus à différents endroits de la planète, donc avec différentes approches. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je recherche toujours un petit peu des moyens
par exemple, de se soigner au naturel. Et du coup, je m'attendais comme vraiment au Congo, ils sont, bah voilà, on est dans la jungle, c'est une nature vraiment très florissante. Je m'attendais en fait à, bah vraiment à trouver, voilà, des moyens de soigner très naturel en fait. Et ça a été une grande surprise où bah, la guerre était passée par là en RD Congo en fait avec le Rwanda et tout ça. Et en fait j'ai trouvé finalement que vers la fin, au bout d'une année, très peu de personnes qui pouvaient comment dire, me transmettre un petit peu ces connaissances. Après, bon, bah, j'ai compris qu'effectivement, il y a beaucoup en lien avec l'oralité, en fait, que avant de se faire, de pouvoir avoir certaines transmissions, en fait, bah, voilà, il y a vraiment une phase de test quelque part à qui j'ai affaire et c'est pas en fait tout à fait comme ça d'emblée qu'on arrive à connecter en fait des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, même si moi voilà je capte ça et je suis très intéressée par ça depuis longtemps et je peux aussi attirer des personnes en lien avec ça. Mais au Congo, oui, ça a été difficile en fait de finalement trouver des personnes qui pouvaient me donner des clés par rapport à ça. Et donc dans les rites, en fait, bon, j'ai bénéficié d'un maraboutage malheureusement. Donc voilà, c'est en tout cas j'ai pu expérimenter que bah, effectivement ce qu'on nomme alors la sorcellerie, je sais pas comment dire, mais en tout cas ce genre de pratique, bah oui ça c'est toujours en vogue et c'est possible en fait même quand on est blanc entre guillemets de bénéficier de ce. Donc voilà pour moi les sagesses ancestrales c'est aussi tout ça, c'est un mélange en fait de pratiques plus ou moins syncrétiques héritées de bah voilà, de traditions plus anciennes, en fait. Ouais, tu parlais plutôt de se reconnecter finalement au cycle naturel de la vie, en fait, quelque chose de très humain, enfin de très humain, de très vivant, en fait, les cycles Oui, de la vie. oui, oui, vraiment, la notion de cycle pour moi est super importante finalement dans mon vécu parce que je me rends compte que bah oui, enfin c'est un peu l'image de la spirale où en fait il y a des thématiques qui reviennent, des rythmes qui reviennent, mais évidemment on ne repasse jamais au même endroit. Là, par exemple, moi, j'expérimente, enfin, depuis longtemps, donc je disais que j'étais connectée à l'Asie. J'ai étudié la médecine chinoise à un moment donné, le feng shui, et là, je suis engagée dans un parcours taoïste pour plus d'une année là. Et donc, effectivement, il y a cette façon de revisiter effectivement cette philosophie en lien avec les éléments, les saisons, mais il y a aussi là justement, j'expérimente des pratiques un petit peu plus ésotérique, un petit peu, on pourrait comparer ça à de l'astrologie ou à des pratiques plus rituelles aussi en lien avec, par exemple, des talismans. Donc, effectivement, ce sont des pratiques très puissantes qui mobilisent des énergies un peu de l'ordre invisible, mais comme toutes ces pratiques, ça demande, je trouve, une éthique et surtout une responsabilité qui est bah, importante en fait de savoir vraiment quelle est notre intention, avec qui on le fait, comment on le fait, dans quel cadre, pourquoi, enfin voilà, parce que bah, effectivement, on sent bien que notre énergie, elle change, qu'il y a des choses qui se passent dans le corps et autour de nous, même en termes de manifestation. Et donc bah voilà, c'est vraiment passionnant pour ça d'explorer tout ça. Mais pour moi, effectivement, la notion du cadre, elle est hyper importante en fait, et aussi de ligner. En fait, pour moi, c'était important justement de me connecter à des lignées traditionnelles et qui existent depuis longtemps, effectivement, au-delà comment dire, de la transmission orale, en fait. Enfin, ça, moi, je trouve que c'est toujours très important, la transmission orale, en fait, de pouvoir bénéficier de ça à une ère où, en fait, bah oui, on trouve beaucoup de choses sur les réseaux, voilà, tout et n'importe quoi. Et je crois que toi, tu es dans ce parcours-là aussi beaucoup, enfin voilà, que tu expérimentes aussi depuis plusieurs années. Ouais, tout ce qui est, oui, oui, autour du chamanisme. Et oui, ce que j'ai choisi là de reprendre, c'est quelque chose où effectivement la notion d'éthique est fondamentale et effectivement elle est incontournable. Surtout, effectivement, on trouve tout sur les réseaux et puis il y a tout ce développement du tourisme spirituel qui peut quand même poser question en termes de picorage, de picorage à droite à gauche et sans critiquer parce que je suis sûre que, enfin, voilà, que chaque voyage a son sens et voilà, une pierre de guet sur le chemin de chacun. Mais bon, il y a forcément aussi un impact.
sur les populations locales. Et puis, comme tu dis, enfin, il y a cette notion d'approfondir, de rentrer dans une lignée, dans la profondeur d'une tradition, qui sont importantes. Mais bon, c'est à chacun de juger aussi où il en est et où il part, hein, enfin, je pense. Et toi, du coup, toi, tu partais, est-ce que tu as ressenti à certains moments que tes voyages, en fait, avait comme au fond l'intention de guérir quelque chose chez toi, justement. Ma question n'a pas trop de sens parce que je sais par expérience que chaque voyage guérit quelque chose de soi dans l'absolu. Mais est-ce que toi, à un moment donné, t'es parti en te disant, bon là, c'est un peu comme dans les romans initiatiques où la personne est, tu vois, est en burn-out, je ne sais quoi, après une rupture amoureuse, dit, allez, je pars, je ne sais où, à l'autre bout du monde, et je reviendrai différemment. Enfin, est-ce que tu as ressenti ça? Oui. Oui, 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 plusieurs fois, hein, plusieurs fois, notamment, oui, parce que j'ai vécu plusieurs transitions de vie, en fait, donc des changements à des moments des réorientations de parcours. Et donc, à ces moments-là, je trouve que les voyages, pour moi, c'est un peu, moi, ça m'aide à faire reset, en fait. C'est un moyen peut-être un petit peu radical, mais en fait, vraiment, je me suis dit ça plusieurs fois quand je commence à tourner un peu en rond dans ma vie. Et aussi, je trouve qu'en France, il y a ce climat qui quand même peut être assez, cette morosité ambiante parfois. Et en fait, là, beaucoup dans la plainte. Et en fait, bon, moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez enthousiaste, joyeuse et avoir plutôt le côté, le verre plein, en fait. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, en fait, aller voir ailleurs, pour moi, ça recadre, en fait. C'est comme si, ouais, voilà, il y a les choses se réalignent. Bah, le fait de prendre de la distance, de s'éloigner de notre quotidien, de se confronter à d'autres repères, d'autres rythmes. Bon, bah, du coup, ça nous fait nous poser des questions autrement. Et du coup, bah, justement, ça clarifie quelque part en miroir, ben, qu'est-ce qui est important dans notre vie. En tout cas, pour moi, le voyage, souvent, c'est aussi un retour à l'essentiel, en fait. Qui peuvent être des expériences avec moins de confort parfois, moins de confort matériel, moins d'eau, moins d'électricité, moins de variété alimentaire. Et justement, moi, j'aime beaucoup ce côté-là qui me reconnecte à mon essentiel, en fait. Au-delà de tout ça, de ce que j'ai en France, voilà, de toute cette vie que j'ai construite, de toutes ces relations, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Et aujourd'hui, par exemple, ça, voilà, je me pose la question à nouveau, je me retrouve dans une transition et il y a cette question de et ben peut-être de commencer à envisager de vivre une partie de l'année à l'étranger parce que depuis plusieurs années, en fait, je me rends compte que j'adore la Bretagne, j'adore le Finistère, j'ai besoin de la mer, j'habite à côté de la mer. Ça, c'est vraiment un élément qui est important dans mon écosystème. Mais en fait, par contre, moi, à l'automne ou en hiver, je me rends compte que alors je vais moins bien parce qu'en fait, le manque de soleil, bon, alors ça, c'est physiologique, hein. Pour beaucoup de gens, c'est une évidence qu'en fait, le manque de luminosité, ça a un impact sur notre morale. Mais moi, en fait, c'est vraiment très profond. Et vraiment, je me pose la question, là, aujourd'hui, très fort, bah, d'envisager de partir, de peut-être vivre 6 mois, en fait, à l'étranger, en fait, d'expérimenter, voilà, de vivre en automne et en hiver en Asie. Et puis, il y a quand même un peu cette notion aussi que j'ai toujours pensé depuis que je suis petite, que en fait ce que je n'ai pas chez moi, je peux le trouver ailleurs. Vraiment, j'ai conscientisé ça. Alors, je sais pas si c'est parce que voilà, toute bébé, j'ai été placée rapidement en nourrice et donc c'est comme si j'avais grandi tout de suite. J'ai démarré dans la vie avec deux familles en fait, deux familles, deux ambiances un petit peu. Et donc j'ai vraiment, enfin, voilà, j'ai conscientisé ça après. Je me suis dit bah oui, en fait, pour moi, c'est une évidence que voilà, ce que j'ai pas chez moi, quand le clan il est un peu trop enfermant, trop étouffant, quand le cocon il est un peu trop rassurant, trop familier, bah en fait moi j'ai ce besoin là de d'aller voir ailleurs. Enfin, j'ai toujours eu cette attirance en fait pour le lointain, pour le différent. Même dans mon métier d'éducatrice, finalement, le fait de travailler avec des personnes qui n'avaient pas le langage ou qui étaient coincées dans leur corps, en fait, c'est vraiment aussi toujours cette même confrontation à la différence. En fait, c'est comme un peu un pays étranger, donc on apprend à parler ce langage non verbal. J'ai aussi eu beaucoup expérimenté voilà, de cheminer avec des compagnons d'origine étrangère. Donc voilà, moi, ça a vraiment pris plusieurs formes dans ma vie, en fait, dans cette existence, en fait, mais vraiment ce besoin de vivre la différence, oui, de plein de manières différentes, parce que, ben, en fait, voilà, ça, en miroir, j'ai beaucoup appris sur moi aussi. Ça me permet de développer
des ressources et de mobiliser des facettes en fait inconnues de moi. Donc voilà, pour toutes ces raisons, effectivement, oui, ça permet bah oui de sûrement guérir des choses, de nourrir surtout beaucoup de facettes, beaucoup de d'espace en fait que dans un quotidien, bah voilà, je nourris peut-être pas aussi profondément, aussi intensément, parce que moi j'ai vraiment pour moi les voyages, ça a été aussi quand même les premières années, ça a été, enfin quand j'avais la vingtaine, c'était quand même se sentir vivante. Voilà, j'ai pris pas mal de risques en fait. Enfin voilà, dans les voyages, forcément on prend des risques. Dès qu'on prend certains transports, on prend un risque. Et donc, ben, ce rapport à l'intensité, là, c'est quand même un gros besoin aussi. Et je pense que les voyages ont vraiment nourri aussi ce besoin d'intensité. Après, un peu plus tard, j'ai découvert la méditation et je me suis dit, ah oui, on n'est pas obligé de risquer sa vie à chaque fois. En fait, même en restant assis sur un coussin, on peut aussi naviguer dans des mondes qui sont plutôt sympas, avec aussi des sensations très fortes et voilà, en prenant moins de risques, quoi. Enfin, en tout cas, ça, voilà, ça a été une prise de conscience aussi intéressante quand même. Je vois. On parlait aussi de qu'est-ce qu'on ramène finalement quand on part justement dans un voyage, ou quand on part dans un week-end, par exemple spirituel, développement personnel. La question c'est qu'est-ce qu'on ramène et qu'est-ce qu'on offre après de notre expérience aux autres, à notre communauté, aux gens qui nous entourent. Donc, moi, je te racontais l'anecdote de ces personnes que j'ai rencontrées au Vietnam et qui disaient, ils voyageaient énormément, faut dire. Bon, ils étaient instits tous les deux ou profs tous les deux. Enfin, ils disaient, oh, nos amis, on en a marre de voir nos diaporamas photos et tout. Et donc, bon, voilà, on ne peut pas forcément intéresser notre entourage à nos voyages, mais qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on peut partager de tout ce qu'on a vécu, voilà, de tout qu'est-ce qu'on peut ramener, qu'est-ce qu'on peut offrir. Moi, j'avoue que ça a évolué au fil des années. Au début, ben, qu'est-ce qu'on peut ramener? Ben, souvent, enfin, voilà, en tout cas, moi, au début, je ramenais des objets d'ailleurs, quoi. Voilà, exotiques. À la fois ben, dans notre environnement, ça nous rappelle des bons moments qu'on a passés là-bas. Et puis, pour effectivement nos proches, c'est aussi chouette en fait d'offrir un petit bout de cet ailleurs où on a passé un peu de temps. Donc ça peut prendre la forme d'objets et puis au fil des années, et puis de récits aussi évidemment. Mais au fil des années, je me suis rendu compte en fait que j'avais souvent besoin, surtout pour les expériences qui ont été fortes, d'un temps en fait d'intégration et même un temps où je ne pouvais pas sortir dehors. Et assez vite, je me suis rendu compte finalement que en fait, plein de personnes de mon entourage n'étaient pas forcément intéressées pour entendre le récit de mes expériences parce que ben leur vie, pendant que moi j'ai été absente, ben, eux, leur vie a continué, ils ont aussi vécu des choses. Et en fait, passer quelques dizaines de minutes finalement, surtout s'il n'y a pas d'image ou pas de film, ben en fait, ça les gonfle en fait. Parce que bah, tout simplement, on n'a pas ce vécu commun. Donc en fait, j'ai aussi appris à me taire. Et vraiment, aujourd'hui, je réserve mes récits d'expérience à des gens qui sont vraiment intéressés. Voilà. Et par contre, j'aime bien. Moi, c'est un peu un rituel en fait. Moi, j'aime beaucoup écrire et j'aime beaucoup lire aussi. Et donc, quand même, je prends ce temps, mais d'abord pour moi, en fait, de faire des livres photos ou des albums photos parce que pour moi, c'est une manière en fait d'intégrer cette expérience quelque part, le fait d'écrire, en fait, on va plus profondément, on conscientise des choses. Donc voilà, pour moi, c'est une manière vraiment aussi ben, déjà de faire un bilan, et puis en même temps, c'est une manière de partager parce que ben, ça m'arrive d'offrir aussi des livres photos à des personnes de mon entourage en leur disant bien bah voilà tu sais pour toi tu prends le temps en fait de découvrir cette expérience et du coup je trouve que cette manière là c'est bah ça peut être interactif et tout après enfin en tout cas dans un second temps ça peut être une source d'échange en fait après de partage et ça je trouve ça intéressant après bah j'aime bien l'échange en direct donc ça peut aussi être vraiment des exemples plus informels mais j'avoue que j'ai tendance à ramener moins d'objets aussi maintenant parce que voilà, moi je parlais de retour à l'essentiel tout à l'heure et je sens que moi dans ma vie, en tout cas voilà, je peux avoir une vie assez simple. En tout cas, les voyages m'ont fait expérimenter que
bah justement, on peut vivre avec pas grand-chose au niveau matériel, même si moi, voilà, le fait d'avoir aussi rencontré des environnements très luxueux, très confortables, j'adore. Enfin, moi, ça me pose aucun souci. Je me sens bien en fait dans plein de milieux et d'endroits différents. Donc ça, c'est aussi une grosse capacité que nous fait développer les voyages, la capacité d'adaptation et de se sentir à l'aise dans plein d'endroits différents. Mais en tout cas, oui, j'éprouve le besoin aujourd'hui d'épurer un peu mon environnement au niveau matériel et donc bah du coup, je ramène moins d'objets en fait parce que voilà, ça a moins de sens pour moi aussi aujourd'hui. Voilà, donc par contre, la transmission vivante, ça reste quelque chose d'important pour moi. Et par exemple, le voyage au Népal, voilà, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de partager à l'oral sur une radio par exemple, une radio locale, mon expérience, là, c'était plus à chaque fois avec un biais différent, c'était donc un échange autour de l'éducation intégrale, découverte au Népal. Et après, j'ai aussi eu ouais, une belle expérience de transmettre autour de ce même voyage face à une classe de terminale. Donc, c'était des jeunes là. Donc, ils sont en plein stress avec le choix de leur filière, Parcoursup et tout ça. Et donc, c'était une demande de leur professeur de philo. Ils travaillent sur le rapport à l'autre. Et du coup, voilà, c'est une amie en fait, et elle avait cette question de comment est-ce que tu peux nous proposer un témoignage vivant, en fait. Et pour moi, c'était vraiment super, en fait, d'avoir ces jeunes. Ils étaient super intéressés, voilà, de pouvoir répondre à leurs questions. C'était pour moi vraiment une façon de semer des graines à la fois d'audace et d'exotisme, d'inspiration aussi un peu autre, de proposer un discours autre que celui qu'on entend habituellement et d'ouvrir toujours pareil des nouveaux possibles, quoi. Pour moi, vraiment, il n'y a pas un seul chemin, il y a autant de chemins que de personnes sur cette planète. Et clairement, moi, c'est vraiment les voyages qui m'ont fait penser ça et qui font qu'aujourd'hui, bah, je continue à tracer mon chemin en suivant mes élans. Et vraiment, c'est des personnes que j'ai rencontrées en voyage qui m'ont Mm. vraiment fait réaliser ça, en fait. Enfin, je me Mm. rappelle d'un Français qui m'avait beaucoup marqué, ça c'était en Inde, Benoît, et lui, il vivait entre la France, la Thaïlande, le Brésil et l'Inde. Donc, il faisait à la fois du massage, des retraites spirituelles, il vendait de l'artisanat. Et je me suis dit, mais oui, en fait, mais c'est possible, en fait. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est Ouais. vraiment inspirant, tout ça. Mm. Oui, oui, puis en fait, je trouve ça très. En fait, tu vois, ça me fait penser que quand j'étais en prépa, il y a Alexandre et Sonia Poussin, je sais pas si tu vois qui c'est, qui ont remonté toute l'Afrique à pied quand ils avaient la vingtaine, qui étaient venus nous parler. Et en fait, tu sais, c'est vraiment. Autant j'ai pu lire plein de récits de voyage, tu vois, par exemple, Alexandra Davinel, c'était mon idole quand j'étais ado, enfin, bon, voilà. Mais tu vois, de les avoir rencontrés eux, et puis j'avais mon oncle aussi qui avait beaucoup voyagé en Afrique, tu vois, j'ai toujours eu ces récits de voyage, et moi, je sais que de la même manière que toi, quand tu disais, j'ai rencontré ces Haïtiens, ou comme toi, tu es en train de le faire avec ces jeunes auxquels tu racontes tes expériences de voyage, ça sème des graines d'inspiration de se dire, il y a une Mm. personne en chair et en os devant moi qui me ressemble, qui l'a fait. Donc ça fait, voilà, ça fait pétiller quelque chose et ça fait germer des graines qui un jour voilà, pousseront. Et je trouve ça beau, ouais, c'est génial. Bah, voilà, ça c'est une bonne manière de retransmettre quelque chose. Et puis non, et cette notion d'intégration aussi est importante, parce que ça c'est très juste et c'est très chouette de faire des albums photos et des livres photos comme tu faisais, parce qu'on peut y revenir aussi soi-même et revisiter son voyage, retrouver toutes les émotions quand même positives, parce qu'en plus on a ce biais de garder que le positif et tant mieux de nos voyages, mais aussi de voir aussi comment on a cheminé, quelles petites graines ont été semées à tel moment et ont finalement abouti à quelque chose plus tard, enfin tout ce que tu disais, donc ça c'est très juste. Et pour finir, j'aimerais savoir ce Mm. que tu dirais à des personnes qui ont envie de partir, envie de voyage, qui sentent un appel, mais qui se disent, bah oui, mais bon, c'est pas cohérent avec mes valeurs, parce qu'il faut prendre l'avion, il y a une empreinte quand même carbone, et comment je vais vivre sur place sans polluer, parce que voilà, en tant que touriste, ben, on a un impact quand même là où on va, enfin, selon comment on voyage évidemment, mais qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Ah ah, ben oui, c'est une belle question, polémique un petit peu. C'est vrai que ben moi je prends pas l'avion voilà tous les week-ends, mais par contre c'est vrai que j'adore la vision qu'on peut avoir de l'avion voilà de notre planète Terre
Et pour moi, en fait, pour l'instant, rien ne peut remplacer ce déplacement en fait que j'ai besoin de faire avec tout mon corps. Et pour moi, en fait, rencontrer quelqu'un, vraiment rencontrer une terre avec toutes ces odeurs, avec toutes ces couleurs différentes, ces ambiances différentes. Enfin, il n'y a aucun livre et aucun témoignage qui peut remplacer voilà, le fait de le vivre soi-même. Donc moi, vraiment, j'inviterais évidemment chaque personne qui a cet élan de le suivre parce que il y a aussi une partie de dépassement de soi, d'inconnu. Et ça, pour moi, ça nous amène voilà, à des endroits qu'on peut pas imaginer, qui sont importants pour notre existence et notre vie et qui sont très formateurs, très constructifs. Maintenant, effectivement, après, il y a la question du niveau de vie. Voilà, en France, avec 1 500 euros, on vit un mois. Dans certains pays, on vit 3 mois. Donc, en fait, on n'a pas la même vie non plus à l'étranger et en France, par exemple. Donc, pour moi, quelque part, quand je suis ailleurs, je peux avoir une vie presque plus simple où mon empreinte écologique, elle est justement plus respectueuse, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment plus qu'on soit ici ou là-bas, ouais, avec quelle conscience on fait les choses, avec quelle conscience on rencontre les gens. Enfin, c'est toujours la question oui, d'être conscient de notre empreinte, effectivement, mais pas que quand on se déplace, en fait, c'est à chaque moment. Donc, en fait, c'est comment on consomme aussi. Enfin, voilà. Et moi, je me la pose tous les jours, même en France, en fait, cette question-là, quel circuit je nourris, en fait, Mhm. quand je fais mes courses. Donc, en fait, voilà, c'est une question plus vaste, mais en tout cas, moi, pour l'instant, je ne ferai pas l'économie de rencontrer vraiment l'autre, euh, voilà, autrement qu'en vrai, quoi. J'ai J'ai vraiment l'impression besoin. j'ai l'impression que tu voyages au service de la vie, en fait, la vie en toi et la vie autour de toi. Donc finalement, voilà, on est en vie, on est là pour vivre et pas du tout pour effectivement avoir un impact négatif et compagnie, hein, mais ton voyage avec Et conscience puis, au service de la vie. Et puis un autre point de vue, j'ai tellement rencontré de gens aussi en voyage qui, à l'inverse, avaient ce rêve depuis parfois des dizaines d'années de venir en Europe, par exemple, et qui, pour Mhm. plein de raisons liées justement à la situation économique de leur pays ou au régime politique, ne peuvent pas faire ce voyage. Et je trouve ça, mais enfin, c'est cruel en fait, parce qu'en fait, encore une fois, c'est que dans un sens. Donc moi, en fait, par exemple, en allant au Congo, voilà, j'apporte quelque part un bout de la France au Congo aussi. Oui. Et voilà, face à ce jeune homme qui rêve de l'Europe depuis longtemps, dans les livres, on leur enseigne, on leur parle de l'Europe, enfin, et en fait, ils peuvent pas venir, enfin, pour un certain nombre. Donc, en fait, pour moi, quelque part, oui, à travers moi, en fait, ils se rapprochent de la France, quoi. Donc, en fait, Mhm. c'est dans les deux sens, en fait. Et, Mhm. et, C'est chouette. et, et c'est pas pareil que de lire un bouquin sur la France, en fait, de rencontrer une Oui. Française. Donc en Oui. fait, pour moi, c'est aussi ce mouvement-là, en fait, c'est nourrir ce mouvement-là, quoi. Donc, et puis aussi, c'est changer un peu du coup, concrètement, l'image d'Épinal qu'ils peuvent avoir. Moi, j'ai été assez cash au Congo. En fait, je leur ai dit, mais chez nous, l'argent, il pousse pas dans les arbres, en fait. Donc, les gens qui venaient faire la manche jusqu'au dernier jour, me demander des billets de 50 euros, voilà, c'est aussi leur expliquer que, en fait, moi, je donne de mon temps en étant là. En fait, pendant ce temps-là, je gagne pas d'argent. Et que la vie en France, alors oui, on gagne plus de salaire peut-être, mais en fait, on a des charges qui sont aussi plus élevées, donc c'est pas vraiment comparable la façon de vivre. Donc c'est aussi être un témoignage vivant pour expliquer tout ça en fait, et c'est marquant dans les deux sens. C'est Mhm. marquant pour moi de rencontrer cette terre, mais c'est aussi marquant pour eux, et je pense que ça, ils s'en souviennent. Je sais que depuis mon passage, par exemple là-bas, voilà, il y a des petites filles qui s'appellent Anaïg, quoi. Donc en fait, et puis j'ai eu des témoignages qui font que on m'a dit, tu nous as marqué, en fait. Donc, c'est Mhm. ça, en fait, c'est précieux, c'est la rencontre humaine et ça ne peut pas se remplacer. Donc, non, on peut pas tout faire à distance, en fait. C'est pas vrai. J'ai une anecdote aussi d'un petit village au Japon où on a atterri complètement par hasard, où on cherchait un endroit pour manger. On est tombé sur un tout petit restaurant salon de thé où la dame, elle faisait vraiment des petits plats tout simples. Et alors, elle parlait pas un mot de français, t'es japonaise, hein,
mais elle avait une énorme vitrine de tout un tas de Tintin, d'effigies de Tintin et tout en français. Du coup, elle était enchantée de tomber sur une famille de Français, d'avoir les enfants qui lisaient dans son canapé les BD français, les BD de Tintin en français. Enfin, c'était tout à fait génial. Elle a fait venir son voisin potier parce qu'il parlait un peu français. Et des moments comme ça, c'est juste magique parce que du coup, si bah, elle est dans son quotidien, cette dame-là, comme nous, on peut être dans notre quotidien, et puis tout d'un coup, bah, elle tombe sur une famille de Français qui déboule dans son salon de thé un soir et qui lit ses BD Tintin. Enfin, voilà, et c'est des moments magiques et c'est ce partage dont tu parles, cet échange, ouais, qui font aussi un peu le sel de la vie, quoi. Mm. Ah, merci Anaïg, c'était très Bah oui. inspirant. Ah, merci Tu- beaucoup, Emeline. Oui, oui, en tout cas, avec joie de continuer à partager autour de ce thème qui nous anime. Ouais, et puis Mm. donc pour les auditeurs, on avait envie, pour certains ont l'élan, contactez-nous, de faire un échange peut-être sur Zoom parce que ben on n'a pas besoin de comme ça d'aller loin, on a juste à se déplacer jusqu'à son ordinateur ou son canapé pour échanger sur ce sujet du voyage. Comment donner du sens au voyage aujourd'hui, comment voyager voilà, de manière consciente, éthique, comment vivre de vraies rencontres en voyage et pas juste du tourisme et de la consommation. Enfin, ce serait vraiment chouette d'avoir des conversations ben, voilà, avec vous, d'être inspiré par vos voyages à vous. Moi, en tout cas, ça me plairait beaucoup, Anaïg aussi, je pense. Donc, voilà, Oui, oui. on va semer Une cette petite graine. table ronde pour partager nos expériences diverses, ouais. Mm. Mm. Merci. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à laisser une appréciation, à vous abonner ou encore à le partager avec vos amis. Un grand merci, à bientôt.